Bonjour, aujourd'hui le roi de l'an 1000, Robert le Pieux. C'était un homme d'une vertu fameuse, d'une grande piété, ornement du clergé, nourricier des moines, père des pauvres, fervent serviteur de Dieu. Adhémar de Chabannes. « 2000 ans d'histoire. C'était il y a 1000 ans, une fois passé le danger des grandes invasions qui, pendant 6 siècles, avaient fait sombrer l'Empire romain et ravagé les royaumes éphémères qui s'étaient édifiés sur ses ruines, une fois disparu l'Empire carolingien dispersé entre les descendants de Charlemagne, la France, comme le reste de l'Europe, entrait dans une ère nouvelle. Celle des principautés, des premiers châteaux forts et d'une nouvelle organisation politique et sociale, la féodalité. L'époque où le pouvoir des rois ne pesait pas lourd devant celui des ecclésiastiques, mais aussi des comtes et des ducs, qui, à la mort du dernier souverain carolingien, proclamaient roi un des leurs, Hugues Capet, sans savoir qu'ils installaient sur le trône une dynastie qui régnera pendant plus de 8 siècles sur la France. L'histoire est connue. Ce que l'on sait moins, c'est que quelques semaines après son élection en 987, Hugues Capet décidait aussi d'associer son fils Robert au pouvoir en le faisant couronner et sacrer à Noyon. Le nouveau roi réaffirmait ainsi la pérennité d'un principe, l'hérédité de la couronne de France, grâce auquel les premiers Capétiens allaient pouvoir agrandir patiemment un domaine royal encore minuscule et affirmer une autorité encore bien fragile sur une église très puissante et sur une caste qui commençait à s'organiser, la noblesse, la classe de ceux qui disposent d'un cheval pour se battre. Toi, Urien, arme-moi chevalier. Au nom du Tout-Puissant de Saint-Michel et de Saint-Georges, je te donne droit à porter l'épée et à rendre la justice. Ce devoir sera jamais le mien, comme chevalier et comme roi. Je suis ton humble chevalier, et je jure allégeance au courage qui court dans tes veines, car il est si généreux qu'il ne peut prendre source qu'en Uther Pendragon. De toi, je ne doute plus. Va! Je t'ai choisi un cheval! Tous ces hommes te sont acquis! Que veux-tu que nous fassions? Nous t'avons attendu ici, était-ce bien? Que tout homme qui désire être chevalier et qui veut suivre un roi me suive! Laurent Theis, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste du Moyen-Âge, un Moyen-Âge dont on oublie souvent qu'il n'est pas fait d'un seul bloc et qu'il a considérablement évolué entre ses débuts, la fin de l'Antiquité, la fin du 5e siècle et la Renaissance, et que justement, lorsque Robert II, dit le Pieux, devient roi, eh bien c'est dans une France et dans une Europe qui se transforme complètement. Même les mots que nous utilisons aujourd'hui pour désigner des entités politiques ou géographiques sont déplacés pour décrire cette réalité du tournant des Xe et XIe siècles. On ne parle pas, et on ne parlera pas encore pendant longtemps, de la France. On emploie d'autres mots, Francia, Francie, qui ne signifie pas la France d'aujourd'hui, et on dira plutôt qu'un territoire, on pense à l'époque en termes de population. C'est pourquoi on dira le royaume des Francs, qui est déjà réputé chez les Francs, mais aussi chez d'autres, comme le meilleur du monde. Mais Robert le Pieux, lorsqu'il arrive au pouvoir, lorsque Hugues Capet lui-même d'ailleurs devient roi en 987, eh bien c'est un roi qui est extrêmement faible, il faut le rappeler. C'est pas Louis XIV, quoi. C'est vraiment, il est très loin du pouvoir dont disposeront ses descendants. Alors si l'on mesure la puissance d'un roi à sa capacité à lever l'impôt, à réunir des guerriers, à entreprendre des conquêtes, à contrôler une administration. Bref, si on le juge à l'aune des temps modernes, il est bien évident que ces rois-là sont très démunis. En réalité, je crois que, et nous allons le voir, il faut mesurer leur pouvoir, je dirais plutôt leur rayonnement, avec d'autres instruments que ceux qui sont accoutumés aujourd'hui. Oui, mais si on mesure par exemple la puissance d'un roi à son domaine, au domaine royal, comme on l'appelait à l'époque, c'est également rien du tout. Le domaine royal, ce qui deviendra la France, ce n'est rien à la fin du Xe siècle. Alors, ce dont le roi
ces nouveaux rois, cette nouvelle dynastie, tire ses revenus et ses forces propres est en effet très comparable à des seigneurs voisins qui ont leur siège à Angers, à Tours, à Gand, à Rouen. Peut-être même quelquefois ce roi-là est-il moins fort en termes quantitatifs. Mais ces termes quantitatifs sont très loin d'épuiser la réalité de ce haut Moyen-Âge et un des axes au fond de la politique, si l'on peut dire en termes un peu anachroniques, des premiers Capétiens est au fond de compenser ce déficit de puissance matérielle par un surcroît de rayonnement spirituel. Les seigneurs dont vous parlez, Laurent Theis, ce sont des seigneurs qui, d'emblée, ils ont peut-être élu Hugues Capet et donc accepté qu'en même temps que lui règne déjà Robert II, son fils, mais en même temps, ils contestent leur pouvoir. Ils n'ont pas une très grande, disons qu'il n'a pas une grande autorité sur eux. Dans votre livre qui vient d'être publié chez Perrin, Robert le Pieux, vous rappelez toutes les démêlés qui ont pu opposer effectivement Hugues Capet ou Robert le Pieux, surtout à des princes, à des ducs plutôt, à des comtes qui ne respectent pas du tout le pouvoir royal. Vous avez raison, mais la question que je me suis posée, qui m'a un peu intrigué, c'est pourquoi, lorsque les Carolingiens disparaissent, qui eux étaient nimbés d'un prestige très ancien, pourquoi a-t-on éprouvé le besoin, pourquoi ces seigneurs dont vous parlez ont éprouvé le besoin d'élire un roi ? Pour mieux le tenir, peut-être. Au fond, la société, le roi, au fond, n'ayant pas de puissance, de protection particulière, la société politique aurait certainement pu fonctionner, si nous la jugeons d'aujourd'hui, sans roi, par un système simplement d'équilibrage des forces, la violence étant médiatisée, comme elle peut l'être, entre des forces diverses. Or, à aucun moment, ces grands seigneurs ne se sont posé la question, pouvons-nous nous passer de roi ? Leur premier geste a été d'élire, de se donner un roi. Quitte ensuite, vous avez tout à fait raison, à essayer de l'instrumentaliser, de peser sur lui, mais toujours, de tous ces conflits, le roi est resté, en fin de compte, le dernier vainqueur, même si c'est un vainqueur par défaut. Et pour le petit peuple, qu'est-ce que représente un roi de France à l'époque ? Pas grand-chose, je suppose. Eh bien, voilà une question à laquelle je n'ai aucune réponse à apporter. De la voix du petit peuple, nous n'entendons que des bribes qui sont transmises par des clercs qui l'ont transformé, qui l'articulent en fonction de leurs besoins propres. Ce petit peuple, il existe quantitativement, nous savons qu'il est au travail, lié à la glèbe, lié à la terre, mais nous ne l'entendons pas s'exprimer autrement que parfois dans des grandes explosions qui nous sont répercutées par des spécialistes de la communication. Et vous le savez, comme moi, les spécialistes de la communication eux-mêmes peuvent s'emparer du contenu pour le transformer. Alors les spécialistes de la communication à l'époque, comme vous me dites, c'est l'Église. C'est uniquement l'Église. C'est l'autre grand pouvoir. Il y a les seigneurs d'un côté, il y a l'Église de l'autre. Ils ne sont souvent côte à côte autant que face à face. Chacun poursuit des intérêts qui sont relativement convergents. Et d'ailleurs, les grands princes d'Église appartiennent aux familles des grands princes laïcs. Ce sont les mêmes. C'est l'oncle, c'est le neveu, c'est le cousin qui tient tel siège épiscopal, dont l'autre est le comte, dont l'autre est le marquis. Donc, simplement, ceux qui ont le monopole de la culture, de plus en plus, et encore pour un certain temps, ce sont les grandes églises. Je ne dis pas les gens d'église, les grandes églises. Vous parlez d'eux assez joliment en disant les spécialistes de la communication, et c'est vrai que c'est de ces gens-là, ce sont des abbés, ce sont des ecclésiastiques en général, qui sont les seuls à rédiger effectivement des textes grâce auxquels on sait un peu mieux, on en sait un peu plus sur ces rois. D'ailleurs, de tous les 4 premiers Capétiens, seul Robert le Pieux a fait l'objet effectivement d'un certain nombre de livres, de textes que Stéphanie Duncan a passé en revue pour nous, donc la revue de texte, Stéphanie. Oui, la plupart de ces textes sont élogieux pour une bonne raison. Ce roi était l'ami et le protecteur des moines, et comme les moines, vers l'an 1000, sont les seuls à écrire, vous avez tout compris. Alors, le plus zélé de ses admirateurs est sans doute le moine Elgaud. Robert le roi des Francs, dit-il, brillait chaque jour d'un plus vif éclat par ses mérites, marqué qu'il était de la perfection de toute sagesse. Puis Elgaud nous le décrit physiquement, avec des détails assez surprenants. Il était de taille élevée, avait une chevelure lisse et bien plantée, les yeux doux, le nez proéminent, la bouche suave, la barbe fort belle, les épaules hautes, et quand il montait son cheval royal, chose admirable à dire, les doigts de ses pieds rejoignaient presque ses talons, et cela semblait miraculeux aux mortels qui en étaient témoins. Et tel que Elgaud le présente, le roi Robert a tout d'un saint. Après son repas, dit-il, cet humble roi quittait ses vêtements, revêtait un cilice à même la peau. Il réunissait une assemblée de plus de 160 clercs, il leur lavait les pieds et les essuyait avec ses propres cheveux. Elgaud raconte une autre anecdote, montrant sa piété et son humilité. Un soir que le roi se mit à table, il ordonna que l'on remplît la maison de pauvres. Il y en eut un qui, se couchant à ses pieds, se rassasiait sous la table de ce qui lui faisait passer.
Cet homme avisa un ornement de 6 onces d'or qui pendait au genou du roi. Il le tranche avec un couteau et se sauve au plus vite. À la fin du repas, la reine Constance s'exclame « Hélas, quel est l'ennemi de Dieu qui vous a ainsi déshonoré ?» Et le roi répond « Dieu veuille que ce vêtement profite à celui qui l'a pris et qui en a plus besoin que nous. » Alors malgré cette piété, ou à cause de cette piété, je ne sais pas, Robert le Pieux est aussi le roi des premiers bûchers. En 1022, raconte le moine Raoul Glabert, on découvrit à Orléans une hérésie virulente qui précipitait un grand nombre d'âmes dans les filets de son aveuglement. Quand les auteurs de cette doctrine perverse furent découvertes, le roi fit allumer, non loin de la ville, un vaste brasier. Pendant qu'on les y menait, ils proclamaient sur tous les tons qu'ils acceptaient le supplice. Enfin, livrés aux flammes, ils se mirent de toute la force de leur voix à crier du milieu du brasier qu'ils avaient été horriblement abusés par les artifices du démon. En les entendant, beaucoup de ceux qui assistaient au supplice, poussés par la pitié, s'approchèrent pour arracher au moins du feu ceux qui n'étaient qu'à demi brûlés, mais ils n'y réussirent point. La flamme justicière achevait de consumer ces malheureux et les réduisit en cendres. Adalbéron, l'évêque de Laon, reprochera, lui, à Robert le Pieux de se conduire en moine et non pas en véritable roi, à chacun sa fonction. La maison de Dieu, explique-t-il au roi, est divisée en 3. Les uns prient, les autres combattent, les autres enfin travaillent. Alors, Laurent Theiss, ces textes, vous les connaissez bien. D'abord, qu'est-ce qui ressort? C'est la piété. Est-ce qu'elle était feinte? Est-ce que c'était un calcul? Ou est-ce que c'était vraiment une vocation chez Robert le Pieux? D'où son nom. Vous posez une question évidemment embarrassante, car même aujourd'hui, en matière de foi, il est difficile de s'exprimer tout à fait. Ce qui est certain, c'est que nous rencontrons dans ces textes, où je dirais, interfèrent 3 éléments. Le premier, c'est, on le voit très bien chez Elgaud de Fleury, qui écrit juste après la mort du roi, c'est l'imitation, c'est la rhétorique qui reprend des traits qui permettent de décrire un saint à tout coup. Par exemple, le coup du vêtement est évidemment repris de Saint-Martin. Il s'agit donc de montrer que ce roi accède, pas seulement par son charisme royal, mais par ses vertus intrinsèques, à une forme de sainteté qu'en fait, on verra tout à l'heure, il n'atteindra jamais. Vous voulez dire par là qu'au fond, l'Église, qui a soutenu Hugues Capet puis Robert le Pieux, l'Église avait intérêt effectivement à faire en quelque sorte la propagande de ce roi. Alors, l'Église avait intérêt à faire la propagande d'un roi qui l'avait bien servi, mais en même temps, il est certain aussi qu'il existe une demande du côté royal, peut-être de la part des fils de Robert le Pieux, mais nous ne le savons pas exactement, pour montrer ce personnage comme étant emblématique de ce que peut être la royauté, notamment face à des royautés concurrentes, et je pense à l'empereur d'Allemagne, qui lui aussi prétend à une forme de sainteté, que d'ailleurs lui, Henri II, atteindra. Et puis, il y a un dernier élément, qui est un élément de compensation d'une faiblesse matérielle par une charge spirituelle et idéologique très forte. Et à l'époque où nous sommes, alors que les forces matérielles sont conjoncturelles et changeantes, la force spirituelle, l'enracinement idéologique, lui, est un investissement à long terme que les Capétiens, semble-t-il, ont su comprendre avant bien d'autres. En tout cas, Robert le Pieux, le roi très pieux, aura quand même des difficultés avec l'Église. Et ça à cause de ses femmes. Il faut rappeler, on vient de citer Constance, que Constance était sa 3e femme. Il a d'abord eu une espèce de mariage arrangé avec une certaine Rosala, qui avait 15 ans de plus que lui et puis qu'il a laissé tomber. Ensuite, il est devenu vraiment amoureux, je crois qu'il est resté jusqu'à la fin de ses jours, dit-on, de Berthe, mais qui ne pouvant pas avoir d'enfant, eh bien, qu'il a abandonné. Et c'est à cause de Berthe, d'ailleurs, qu'il a été excommunié et accusé d'inceste. Alors, l'un des intérêts de Robert le Pieux, me semble-t-il, c'est que, c'est un cas très rare, nous saisissons, dans une époque aussi lointaine, des sentiments amoureux qui ne paraissent pas être discutables. Autrement dit, nous voyons à l'œuvre un des facteurs qu'il ne faut pas négliger dans l'histoire, qui est la libido. La libido du roi Robert, nous la saisissons, alors que nous ne saisissons ni celle de ses prédécesseurs, ni celle de ses successeurs, au moins jusqu'à son petit-fils Philippe Ier, qui aura lui aussi des démêlés avec l'Église. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que le problème de la femme ou des femmes de Robert porte des conflits politiques également, qui sont les alliances que passe la royauté capétienne avec tel ou tel des grands personnages, le comte de Tours contre le comte d'Angers, etc. Et le problème, au fond, c'est de voir si l'Église arrivera, et elle commence à vouloir le faire, à contrôler les comportements sociaux, les comportements personnels de la grande aristocratie occidentale. Jusqu'à présent, et je m'arrête, le mariage est une affaire qui échappait totalement à l'Église, et un homme comme Robert ne comprend pas bien pourquoi on vient lui chercher noise sur ce qu'il fait dans son lit. Ce qui compte, c'est ce qu'il fait dans sa chapelle, mais pas dans son lit,
où les clercs n'ont rien à faire. Mais pourquoi l'accusation d'inceste? Je crois que Berthe était vaguement sa cousine, c'est ça? Alors, ils avaient leurs deux grands-mères, d'un côté et de l'autre, étaient sœurs, ce qui crée un lien de cousinage issu de germain. Mais à ce compte-là, aucun mariage dans l'Occident chrétien de l'époque n'aurait été valide, car tous ces gens vivent dans une sorte, non pas d'inceste, mais de proximité, de promiscuité sexuelle et maritale permanente. Simplement, à un moment, dans des conflits politiques et idéologiques de l'époque, on a voulu faire un mauvais sort au roi Robert. On a trouvé ce biais à la stupéfaction, je l'ai dit, du roi Robert, mais aussi de beaucoup de grands ecclésiastiques, puisque le second mariage de Robert le Pieux, réputé incestueux par la suite, a été béni par l'archevêque de Tours entouré de 6 évêques, parfaitement en public. En tout cas, ensuite, il va rompre avec Berthe parce qu'elle pas. ne lui donne pas d'enfant. Enfin, il rompra pas, mais il va l'abandonner. Il va se marier avec Constance, qui était une véritable virago. Vous savez, les femmes ont bon dos à l'époque. Face au machisme, face à la... Elle n'était pas commode, hein. Elle portait la culotte un peu, je crois. C'est un des reproches qu'on a fait au roi Robert et qui, à mon avis, plaide un peu en sa faveur, c'est qu'il écoutait sa femme et peut-être qu'il suivait ses avis. Mais une fois de plus, si vous voulez, la femme est porteuse de valeurs, plutôt de contre-valeurs diaboliques, qui font que tout ce qui ne va pas au royaume comme au palais lui est imputé, à mon avis, en toute injustice. En tout cas, ça n'entamera en rien la piété du roi Robert, comme vous l'appelez, qui va même aller très loin, puisqu'on l'a entendu, il a brûlé des hérétiques à Orléans en 1022, et puis alors il collectionne les reliques, c'est sa véritable passion, et puis il écrit même des chants religieux. France Inter, 2000 ans d'histoire, Patrice Gélinet. Eh bien, c'était un chant religieux, un chant liturgique, un répon qui était attribué donc à Robert le Pieux, roi de 996 à 1031. Les autres événements de l'actualité de l'époque, Stéphanie. En 996, justement, commence l'expansion musulmane en Inde du Nord. En 999, Sylvestre II, d'origine auvergnate, est le premier pape français. En l'an 1000, contrairement aux prévisions de Saint Jean, l'Apocalypse n'a pas lieu. En revanche, un nouvel art apparaît, l'art roman. On eût dit, écrit Raoul Glaber, que le monde revêtait de toutes parts un blanc manteau d'église. Au même moment, l'Islandais Éric le Rouge découvre une terre de l'autre côté de l'Atlantique. Il la baptise Vinland, le pays de la vigne. En Hongrie, le Magyar Étienne Ier fonde l'État hongrois. Au Cambodge, Surya Varman fonde la dynastie du Soleil. En 1018, Knut le Grand est en même temps roi d'Angleterre et roi du Danemark. En 1020, l'Italien Guido d'Arezzo met au point la notation de la gamme, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Vous connaissez ? Très bien.
Dans le midi de la France apparaît l'hérésie cathare. En 1032, une grande famine s'abat sur l'ouest de l'Europe. C'est un monde qui change, Laurent Theiss, on le disait tout à l'heure, celui dans lequel Robert le Pieux arrive. C'est le début de l'art roman. On découvre, les Vikings découvrent l'Amérique bien avant Christophe Colomb. C'est donc celui-là dans lequel ont vécu les premiers rois capétiens, qui ont pourtant la réputation d'être des rois ternes, des rois sans relief, et qui ont pourtant, dites-vous, laissé une œuvre considérable. En effet, Et Robert le Pieux parmi eux. Le royaume des Francs, et au-delà l'Europe occidentale tout entière, paraît travailler aux alentours de l'an 1000 d'un mouvement profond, d'un mouvement qui vient des hommes et de la terre, c'est-à-dire des nouvelles techniques agricoles qui permettent de mieux produire, et d'une expansion démographique dont nous ne verrons les effets qu'à la fin du premier tiers du XIe siècle, mais qui déjà est en germination. Et ceci n'est pas simplement un constat d'historien a posteriori. Les hommes, sur le moment, ceux qui écrivent, si peu nombreux, vous l'avez dit tout à l'heure, sentent que quelque chose est en germe. Le terme de germination revient très souvent dans les écrits de ce temps. Et au fond, les rois des Francs, je ne dis pas gèrent cette germination, car ils n'ont pas de grande capacité d'action sur la réalité économique et sociale, mais prennent conscience de ce mouvement et tentent de l'orienter dans la bonne direction, c'est-à-dire de conduire les populations qui leur sont confiées, le peuple des Francs, dans les voies du salut, car la fonction royale n'est pas d'abord d'administrer, il est de guider et d'emmener les gens là où Dieu veut qu'il les conduise. Et pour ce qui concerne la France, vous dites que Robert le Pieux, vous rappelez que Robert le Pieux a quand même notablement agrandi le domaine royal. C'est à lui, par exemple, que l'on doit effectivement son rattachement à la Bourgogne, ou plutôt le rattachement de la Bourgogne au domaine royal. Alors, il ne faut pas confondre ce qu'on appelle le domaine royal, qu'on appellera plus tard le domaine royal, et le royaume des Francs lui-même. Le royaume des Francs lui-même, depuis longtemps, est un royaume très grand. Il va depuis les Bouches du Rhin, il va depuis la ville de Gand, d'Utrecht, jusqu'à Barcelone, compris. Il va donc de la Flandre jusqu'à la Catalogne. Mais là-dessus, il n'exerce aucune autorité. Je ne sais même pas si dans le sud de la France, on connaît le nom de Robert le Pieux. Enfin, oui, mais je ne suis pas sûr non plus que la République exerce une grande autorité en Corse aujourd'hui. Donc, je ne veux pas comparer ce qui n'est pas comparable. Mais on sait qu'il y a un roi des Francs, on le sait de Gand jusqu'à Barcelone. Et à Barcelone, le comte, qui est parfaitement indépendant, date ses actes du règne du roi Robert. Donc je reviens à ce que je disais au début parce que je crois que c'est le point le plus important et pour nous le plus difficile à comprendre. C'est que l'idéologie, c'est que l'idée qu'on se fait des choses est aussi importante que la chose elle-même. Il y a un roi qui règne et qui est là pour faire la médiation entre le peuple et Dieu. Et cela suffit pour que la société fonctionne. Et peut-être ce qui est le plus important dans ce qu'a fait Robert le Pieux, et avant lui, juste avant lui, son père, Hugues Capet, c'est d'affirmer au fond la pérennité du royaume. Ce fameux passage, je rappelle donc que Robert le Pieux a été couronné et sacré la même année que son père, en 987, que lui-même va couronner et sacrer de son vivant son premier fils, Hugues, qui meurt en 1025, et puis il va couronner le deuxième fils que lui a donné Constance, qui va devenir roi de France, Henri Ier. Donc c'est de cette époque-là que ce que n'avaient peut-être pas prévu les ducs et les comtes quand ils ont élu Hugues Capet, c'est-à-dire l'hérédité par ordre de primogéniture mâle, va effectivement permettre au royaume patiemment de durer et d'éviter qu'il soit dispersé entre les enfants à la mort du roi. Vous avez parfaitement raison. La démarche la plus consciente que nous apercevons des premiers Capétiens, c'est cet effort de patrimonialisation de la couronne à l'intérieur de cette dynastie. Cette dynastie vient de ce milieu de grands seigneurs, de comtes et de princes qui existait dans la première moitié du Xe siècle. À côté des comtes de Rouen, des comtes de Poitiers, il y avait ces princes de Neustrie, centrés entre Paris et Orléans, et ceux-là ont réussi, à la suite de diverses circonstances que je rapporte, ont réussi à se mettre en bonne position pour hériter de la royauté au moment où elle est tombée en déshérence. Et tout leur effort a consisté à faire coïncider, au fond, la génétique et la royauté. Mais là où, évidemment, la chose était imprévisible, c'est que un accident, plutôt un heureux accident biologique, a fait qu'il s'est toujours trouvé un successeur mâle au roi régnant. Alors qu'on voit très bien que dans la royauté concurrente, car les rois des Francs ont les yeux exorbités sur ce qui se passe de l'autre côté de la Saône et du Rhin. Eh bien, de l'autre côté du Rhin, les empereurs germaniques, rois d'Allemagne, eux, ne sont jamais parvenus pendant longtemps à installer cette patrilinéarité à l'intérieur de la dynastie. Ce qui fait qu'on change de famille à chaque fois qu'on change de succession, ce qui est une forme d'affaiblissement. Au fond, c'est un peu par hasard, donc effectivement, la France a pu se faire autour des rois capétiens. C'est un hasard qui est très bien préparé. On voit qu'à toute force,
le peu d'énergie ou de force qu'il possède, eh bien ces rois le consacrent à véritablement faire en sorte que la succession soit assurée d'une génération à l'autre. Donc un grand roi, Robert le Pieux. C'est un grand roi. Enfin, un roi important, en tout cas. C'est un roi important, d'abord parce que c'est de lui qu'ont découlé tous les rois jusqu'à Charles X, jusqu'à 1830, et aussi parce que, grâce aux écrits que vous citiez tout à l'heure, eh bien, il a réussi à donner conscience à l'Église, à donner conscience à ceux qui servent de mieux en mieux la royauté, que c'était autour de cette dynastie que les choses se jouaient vraiment. Et ça, c'est une réussite idéologique que beaucoup de chefs d'État ou de princes pourraient lui envier, même rétrospectivement. En tout cas, un roi qui n'aura pas dont les successeurs ne porteront jamais le nom. Robert le Pieux, c'était Robert II, il n'y aura jamais de Robert III. Et merci en tout cas de nous avoir rappelé tout ce qu'il a pu faire, ce roi un petit peu mystérieux, dont on sait relativement peu de choses, on en sait un peu plus maintenant. Vous le faites aussi dans un livre, Robert le Pieux, le roi de l'an 1000, qui vient d'être publié chez Perrin. À lire aussi Histoire et dictionnaire des Capétiens, qui vient de paraître chez Robert Laffont dans la collection Bouquins, Le temps des principautés de l'an 1000 à 1515 de Jean Favier dans la série Histoire de France chez Fayard, le dernier numéro Historia spécial en 1000, en 2000, les tournants d'une civilisation et les histoires de Raoul Glaber édité chez Brepols. Enfin aux éditions des Belles Lettres, la correspondance de Gerbert d'Aurillac et le poème au roi Robert d'Adabéron de Laon. Vous avez pu entendre également un extrait du film de John Borman, Excalibur, édité par Warner Video. C'était 2000 ans d'histoire, je recevais aujourd'hui Laurent Theiss. À la technique, Gwénola Masson, documentation Rebecca de Nantes et Christila Villarcan, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac. Une émission de Patrice Gélinet.